Bonjour à tous les rouleurs, merci à tous de nous rejoindre pour le débrief de la 10e étape par en roue libre. Victoire de Peyo Bilbao à Issoire au terme d'une étape, on va le dire, complètement folle. Et pour en parler, du coup, je retrouve comme d'habitude, Polo et Robin. C'est vrai que ça fait quelques jours qu'on n'a pas totalement été ensemble. Là, ça y est, je suis bien avec vous, c'est un vrai bonheur. Comment ça va, mon Polo? Ça va très bien, Joseph, ravi de retrouver le trio magique. On vous a fait quelques infidélités ces derniers jours avec Robin, mais promis, sur roue libre, c'était la dernière fois et on sera tous les 3 présents jusqu'à la fin de ce Tour de France pour débriefer, le gros programme qui nous attend, aujourd'hui déjà et surtout, sur le reste de ce Tour avec, le Grand Colombier, les Alpes, et aussi le Jura qu'il ne faut pas oublier, les Vosges, également, il y aura des choses à raconter. Ah, il y a un beau programme qui arrive devant nous. On va évidemment débriefer ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça va, Robin? Ça va très bien. Bon, Polo s'emballe peut-être un poil quand il dit qu'on sera là tous les jours parce que je sais pas si je vais réussir samedi à être là notamment. Comment ça, Euh, Robin? Tu et nous l'avais bien samedi, tu nous l'avais bien caché ça? non, tu sais, c'est les étapes de France Télé là que je Ah, commente sur France Ah, Télévisions. mais tu Alors, viendras à la maison. oui, on va essayer de s'arranger. On va faire comme on peut. C'est vrai qu'on a fait ça la dernière fois, Polo, t'as pas vu. ah ouais? Je suis allé chez Joseph pour faire une émission. C'était grandiose. Ouais, Bah il alors, a bah débarqué, écoutez, c'était incroyable. on peut imaginer quelque Il a fait juste à côté de moi et voilà, c'était fou. Tu aurais été Dans cette fier de chambre, moi dans la techniquement chambre parlant, qu'on voit. Polo. ouais, Tu aurais été bah fier de écoute, moi. je vais aller m'empresser d'aller voir ça, tu vois? Parce que, je suis curieux de voir comment vous avez fait. Eh ouais, et ça. Mais on Après, l'a il fait y a des et on s'est secrets qu'on bien peut pas régalé. dire, Polo. Bonjour à tous dans le chat. Du coup, c'est demain c'est l'étape 11 demain. Faut changer le sommaire. Aujourd'hui, c'était la 10, les amis. Donc, je vois pas ce que je me suis trompé. Enfin. Non, Euh, dans la preview. La preview, il y a écrit étape 10. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, oui, autant pour moi. Bon, alors ça, je me suis trompé. Je vais changer ça, mon cher Tony. Tu as bien raison de me le dire dans le chat. Grandiose, effectivement, c'est un peu le mot. Avant tout, on va parler du scénario de cette étape, les amis. Je vais vous montrer le top 17 qui s'affiche, voilà, pour être exact. Mais en gros, pour vous dire que Peyo Bilbao a donc gagné, il a réglé, c'est l'échappée qui est allé au bout aujourd'hui. Il a réglé un groupe de 6 coureurs avec Jörg Zimmermann, il l'a battu au sprint. Ben O'Connor était un peu plus derrière. Chris Neylands, qui a fait un sacré numéro, n'a pas réussi à gagner, mais il termine quand même quatrième. Esteban Chavez, cinquième. Antonio Pedrero fait 6. Et derrière, on a un groupe où il y avait 4 hommes qui étaient Mathias Kelmose, Michel Kwiatkowski, Warren Margil et Julien Alaphilippe. Et Jasper Stuyven règle le sprint du peloton devant Tobias Johannesen et Alex Aramburu. Il s'est passé tellement de trucs pendant cette étape, c'était complètement dingue, complètement dingue. Enfin, surtout la première heure et demie. On va revenir un peu là-dessus, étape après étape. Avant tout, on va parler du coup du scénario de cette étape avec une première heure qui a été avalée à plus de 50 km/h. J'ai regardé, c'était la plus rapide de ce Tour de France. Au final, ça termine avec une moyenne de 43 km/h. Donc, ça a un peu ralenti quand même sur la suite, sur les 2 dernières heures. Mais il y avait une chaleur qui était complètement étouffante. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, à l'arrivée au sol, il faisait 41 degrés au sol. Donc c'est au sol, c'est du goudron, ça prend vite la chaleur, mais pour vous donner une idée de ce qu'il pouvait se passer sous les casques, notamment des coureurs, c'était une première heure et demie où c'était un peu du grand n'importe quoi. Il y avait du Pogacar qui suivait les attaques. On s'est retrouvé avec Vingegaard dans une échappée avec Pogacar, Godu et Bardet qui étaient lâchés, les Bora qui étaient obligés de rouler. Puis après, plus tard, on a vu les Ineos qui étaient le cul entre des chaises, obligés de rouler sur Peyo Bilbao qui était dans l'échappée. Bref, c'était incroyable. C'était, on va pas se mentir, aussi génial du point de vue du canapé. Je ne sais pas si tous les coureurs ont kiffé. Il y en a certains d'ailleurs qui après l'arrivée, ont dit qu'ils avaient adoré l'étape et qu'ils s'étaient bien amusés. Ben O'Connor, par exemple, qui était devant, il a dit qu'il avait vraiment kiffé. Donc voilà, ça dépend vraiment des coureurs, mais c'était assez incroyable. Qu'est-ce qui a créé un peu le chaos, les gars, dans cette étape? Parce que on savait que ça pouvait être une étape intéressante pour les baroudeurs, que les échappés allaient au bout. Mais ce qui s'est quand même passé, Robin, c'est il y a eu un chaos en fait au début. On ne savait vraiment plus où donner de la tête, quoi. Ouais, je pense que c'est venu des favoris de Vingegaard et Pogacar. On n'a pas vu à l'image, à moins que je l'ai loupé et que je me trompe, mais je crois qu'on n'a pas vu à l'image le moment où ils essayent de se glisser eux aussi dans une échappée.
Et donc, on Non, on n'est ne sait pas en pas vraiment mesure. en fait ce qui s'est passé. Et Vingard, eux-mêmes ne Voilà. savent pas. Vingegaard a été interviewé en fin d'étape. On lui a demandé un peu ce qui s'était passé. Pogacar aussi. Et j'ai eu un peu la sensation, si tu veux, que l'un et l'autre disaient, mais en fait, on a suivi. Un peu comme, tu sais, dans le sketch de Gad Elmaleh, de Jamel Debbouze, mais pourquoi tu cours? Bah, parce que tu cours en fait. Mais il n'y Ouais. en a pas vraiment un qui savait exactement pourquoi ils étaient devant. Et au final, ils ont un peu suivi. Et c'est un peu la sensation que j'ai eue, quoi. Et c'est ça qui met le bazar parce que, en plus, il y a Romain Bardet dans le lot qui est avec eux. Et donc, tout le monde derrière s'active un peu, tout le monde est un peu en panique. Vingegaard et Pogacar commencent à regarder combien de coéquipiers ils ont chacun. Vingegaard se dit que peut-être il n'est pas dans la meilleure position. Ensuite, Pogacar décide de faire le jump pour aller reprendre le groupe de devant et sacrifier un peu en fait Adam Yates et Rafał Majka qui étaient avec lui, qui peuvent pas eux suivre son rythme. Donc ouais, c'était assez fou pendant je dirais une vingtaine de kilomètres. Et moi, ça m'a régalé parce que voir Pogacar et Vingegaard devant qui se mettaient mutuellement un peu la pression. Bon, j'avais l'impression que c'était quand même surtout Pogacar qui tentait de mettre la pression à Vingegaard quand il recolle devant, quand il avait ses coéquipiers, etc. Mais c'était vraiment jouissif d'avoir ça en début d'étape. Et puis on se demandait un peu jusqu'où ça allait aller. Mais tu sais qu'un coup comme ça, bah, s'il prend une minute, après, ça allait devenir très, très compliqué. Et honnêtement, à un moment, on n'est pas loin de cette minute. Donc, j'ai cru à un moment qu'on allait partir dans un bras de fer très long et que ces mecs-là allaient vraiment prendre le large. Finalement, après, on est quand même revenu un petit peu à la raison. Vingegaard et Pogacar ont tranquillement rejoint le peloton. Mais c'est pas pour autant que c'est devenu calme d'ailleurs, puisqu'on a eu ensuite l'épisode Godu-Bardet. Ah ouais, c'est Bardet ça. qui paraissait bien en début d'étape, qui va dans les coups devant et qui se retrouve d'un coup largué avec en plus Godu. Ça aussi, Là, je sens, Polo, c'était fou. que à ce moment-là, t'as dû bouillir en te disant putain, c'est incroyable, Pogacar Vingegaard. Et après, les deux lâchés, t'as dû te dire non, mais c'est pas possible, c'est quoi cette journée galère? même pas, Joseph, parce que c'était tellement parti sur des bases de n'importe quoi que je m'attendais à tout. Vraiment, c'est sur ce genre d'étape, en tout cas sur ce genre de départ, que tu t'attends un peu à tout. Tu te régales. Il faut dire aussi que, contrairement au Puy-de-Dôme, j'ai trouvé ça très bien filmé, ce début d'étape. On a tout vu à n'importe quel moment, n'importe quel échelon. Ça a été très, très bien filmé pour le coup. Donc, faut dire quand ça va pas, mais il faut aussi le dire quand ça va bien. Donc, c'était vraiment agréable de pouvoir suivre ce début d'étape complètement fou. J'ai aimé la prise d'initiative de Romain Bardet, qui s'est retourné contre elle, qui aurait pu être encore pire aussi. J'ai aimé voir Pogacar et Vingegaard essayer de manière assez maligne de se glisser dans les échappées, de faire un peu bosser les autres équipes derrière, notamment le team Ineos ou la Bora. Ça, c'est des cartouches que ces équipes-là n'auront peut-être pas plus tard sur le tour. Donc, c'est pas non plus anodin. C'est cool. Mais moi, pour moi, ce qui a fait que cette étape est complètement folle, c'est deux choses principales, et c'est pas les favoris. C'est la chaleur, et surtout la manière dont cette étape était tracée. On en a parlé ce matin avec Robin, mais quand on trace une étape avec un col de 5 bornes en début d'étape, qu'après tu as un peu de replat, une descente du replat et que direct tu remontes, tu t'attends forcément à un départ terrible. Et c'est exactement ce qu'on a vu, parce que ces premières rampes ont permis à des coureurs comme Louis Meintjes, comme Romain Bardet, de potentiellement commencer à réfléchir à des mouvements d'envergure. En tout cas, c'est ce que ça leur a donné envie de faire. Certains ont pris des des coups de boomerang assez sales, mais au moins, on avait, comme je le disais ce matin, on avait le terrain pour tenter des choses aujourd'hui. Et du coup, l'attaque de Romain Bardet, qui pour moi déclenche tout le mouvement chez les favoris, a montré que c'était parfaitement possible de foutre le boxon sur cette étape. Il a réussi à foutre le boxon, et après, après c'était parti, et c'était fantastique. Ouais. Gouvenou est criminel, nous dit Dindo. En tout cas, après, je ne sais pas s'il est criminel, mais les coureurs, certains, encore une fois, les coureurs, certains ont vraiment apprécié. Et il y a une volonté d'ASO en lendemain d'étape de repos de mettre beaucoup de dénivelé, notamment sur le début d'étape, pour durcir voilà, 1 heure et demie, 2 heures qui seront forcément compliquées pour certains coureurs. Et on l'a vu notamment pour Godu, qui, à la fin de l'étape, a dit voilà, moi, je pense avoir peut-être mal géré cette journée de repos, peut-être qu'il n'a pas assez roulé. J'avais vu une interview de Cavagna avant le tour qui parlait de cette étape-là en disant peut-être que certains coureurs vont souffrir sur ce début d'étape parce qu'ils auront mal géré la journée de repos. Et c'est exactement ce qui s'est potentiellement passé pour David Godu. En tout cas, la réalité, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais c'est que Godu et Bardet, eux,
ils ont fini dans le peloton. Donc ça a failli être la catastrophe. Au Quand même final, inquiétant. c'est quand même inquiétant. Ouais, on va C'est en pour ça parler. qu'on va en revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est potentiellement inquiétant, mais on va faire le point. Bardet avait annoncé dans Stade 2 qu'il voulait attaquer sur cette étape. Effectivement, c'est ce que disait Polo. Il y avait de quoi avoir des mouvements d'envergure. Donc Pello Bilbao qui gagne en fait sa première victoire sur le Tour de France. Il était 11e à 7,37 au général au départ de l'étape. On reviendra sur son gain au général parce qu'il est maintenant 5e à 4,34. Il a parfaitement manœuvré dans cette échappée, Paul. Et au final, d'ailleurs, pour vous dire, sur ce Tour de France, l'équipe Bahrain Victorious, ils affichent un slogan courir pour Gino Madère. C'est le petit truc, le petit carré rouge qui est sur le maillot. Et donc, il l'a évidemment montré. Bon, ça, c'était pour le côté évidemment. Important, c'était important de le rappeler, son équipier qui est décédé malheureusement il y a quelques semaines. Mais Polo, sportivement parlant, Pello Bilbao, il était certes le plus fort dans ce petit groupe, mais au-delà de ça, il a parfaitement géré son étape. Magnifique coureur pour 2 raisons. Alors oui, c'est un peu le credo des 2 raisons pour moi aujourd'hui. Pello Bilbao a été fantastique pour 2 raisons. Déjà parce que, il était le plus fort, de 1, et la deuxième raison, c'est qu'il a su le cacher et pas le montrer, ne pas faire flipper ses adversaires. La chose que je trouve la plus forte chez Pello Bilbao aujourd'hui, c'est sa capacité à avoir toujours su garder, ses compagnons d'échappée, dans un mood de travail, où tout le monde prend ses relais, où personne se la joue un peu solo, personne ne saute de relais et cetera. Alors que tout le monde aurait pu se dire: «Mais Pello Bilbao, il grimpe bien, en plus il va vite, si on arrive avec lui, on va se faire niquer au sprint». Et ben non, tout le monde a bossé jusqu'à la fin, jusqu'aux 3 derniers kilomètres, jusqu'à ce que Chris Neyland soit repris. Après évidemment, c'est le jeu du final où chacun tente un peu son va-tout. Mais jusque-là, pendant presque 100 bornes, allez un peu, ouais, si c'est ça, à peu près, même plus de 100 bornes, tout le monde a bossé avec Pello Bilbao, alors que c'était pour moi vraiment l'épouvantail de cette échappée qui, en plus, pouvait menacer le bien de cette échappée parce il commençait à faire un rapproché au classement général. Mais personne n'a commencé à courir contre lui. Il a toujours réussi à fédérer cette échappée-là. Et puis bah, à la fin, il avait réussi son coup. George Zimmermann a couru de manière très intelligente, je trouve, pendant toute la course, mais il n'avait rien pu faire face à Pello Bilbao parce que l'Espagnol était trop sûr de sa force, trop rapide au sprint. Peut-être une petite erreur de braquet pour l'Allemand, mais même sans ça, je pense qu'il n'y avait rien d'autre à faire. C'est du tableau noir pour Pello Bilbao toute la journée et franchement, félicitations à lui. C'est vraiment une magnifique victoire d'étape. J'ai remis le classement de cette étape. Robin, est-ce que tu avais misé sur Pello Bilbao en priorité? Quand tu vois l'échappée se former, oui, je pense que oui. Ce matin, non, mais parce que ce matin, on avait l'inconnu de Oui, bien savoir qui sûr, serait quand devant l'échappée s'est finalement. formée, tu as raison. Une fois que l'échappée s'est formée, pour moi, c'était le plus fort. Alors après, on pouvait se dire que Neyland avait montré de bonnes choses, que Kwiatkowski ou Alaphilippe étaient aussi costauds, mais honnêtement, Alaphilippe, on voit depuis le début de ce Tour de France que il n'est pas impérial non plus. C'est pas la première échappée qu'il prend et sur les précédentes, il avait déjà pas été le meilleur. Et j'ai envie de te dire, Neyland, c'est pareil, on l'avait déjà vu à l'avant. O'Connor, c'est un mec qui jouait le général jusqu'à dimanche, qui là se recycle et va aller prendre les échappées, mais on a bien vu que pour le général, il était largué, donc on se doutait bien que ça allait pas être l'homme le plus en forme quand même. Skelmose, j'ai envie de dire, c'est pareil. Donc finalement, oui, pour moi, c'était Bilbao le plus fort. Bilbao, on l'a vu depuis le début de ce Tour de France, en train de tracter Mikel Landa, en fait, qui est le leader désigné au départ de la Bahrain Victorious, qui n'est pas au niveau pour le moment, qui a perdu du temps sur à peu près toutes les étapes de montagne et qui aujourd'hui est 14e au classement général à 9 minutes des leaders et donc à 5 minutes, voire un peu plus des places qui jouent le podium, on va dire. Et en fait, Pello Bilbao, il restait avec Mikel Landa sur la plupart de ces étapes-là et à Cauterets notamment. Pello Bilbao, il peut clairement faire mieux, il peut clairement perdre moins de temps que ce qu'il a perdu s'il n'est pas obligé de rester avec son leader. Et ben là, on a enfin un Pello Bilbao et c'est logique. On a passé la journée de repos. Chez Bahreïn, on a maintenant à peu près compris que Mikel Landa n'irait pas chercher les places qu'on l'espérait voir jouer. Donc, on laisse un peu plus de liberté à Bilbao et c'est super bien joué. Il vient de faire un peu ce qu'avait fait Jay Hindley en prenant 2 minutes sur l'étape de Marie-Blanc. Bah là, voilà, il en prend quasi 3 et il va 3 avec les bonifs et il vient se replacer franchement parfaitement. Il est 5e du général à 12 secondes de Carlos Rodriguez, 4e, à 2 minutes quasiment de Jay Hindley, qui est 3e, qui a toujours cette petite marge, mais qui aura peut-être des défaillances, qui aura peut-être des soucis dans les étapes qui arrivent. Donc non, Pello Bilbao, il s'est magnifiquement bien replacé.
Alors, je suis un peu choqué, je viens de voir qu'il avait 33 ans. Mais ouais, Ouais. il est en lice pour son meilleur résultat à la fois sur un grand tour et surtout sur le Tour de France. Sur le Tour de France, il avait fait 9e en 2021. Sur le Giro, il a déjà connu 2 fois la 5e place, une fois la 6e place. Je ne sais pas s'il va réussir à faire mieux, mais maintenant, j'ai hâte de voir sur les étapes de montagne, en n'étant plus cantonné à un rôle de lieutenant pour Landa, mais en jouant sa carte, est-ce Mm. qu'il est Ça capable va de être suivre intéressant. les Rodriguez, Hindley, Yates, ou est-ce qu'il est quand même un cran en dessous? Du coup, c'est un peu dommage quand même pour Chris Neylands. Énorme boulot de Nick Schultz, son équipier d'Israël, dans cette La échappée-là. famille. Ouais, exactement. On a vu quand même qu'il avait fait une descente moyenne dans la dernière difficulté. Ça lui a coûté pas mal de temps. Après, à savoir si c'était une question de lucidité ou de qualité intrinsèque, parce que voilà, il perdait quand même pas mal de temps. Pour rappeler un peu ce qu'il a fait, il sort de cette échappée à 32 bornes de l'arrivée dans la dernière difficulté. Derrière, ça roule quand même bien derrière lui. Tout à l'heure, dans le chat, il y en a qui estimaient que O'Connor était très fort, mais qu'il avait peut-être trop travaillé en amont. Reste à savoir, en fait, si tout simplement il serait revenu s'ils n'avaient pas collaboré comme ça. En tout cas, ils ont collaboré très tard, jusqu'à très tard dans cette échappée-là. Et il a malheureusement, pour lui, été repris à 3 bornes de l'arrivée. Mais je ne sais pas si on peut estimer qu'il a fait une erreur. Il a joué sa carte. Il a joué sa carte et c'est dommage pour lui. Mais encore une fois, Israël qui se porte à l'avant et qui réussit à faire de très beaux résultats, hein. Chris Neyland, c'est extraordinaire depuis le début de ce tour. C'est la 3e échappée qu'il prend. Celle-là, elle est vraiment pas loin d'être la bonne. À chaque fois, il y fait vraiment très, très bonne figure. On l'a vu notamment aussi dans les Pyrénées. Aujourd'hui, il est le coureur qui, je pense, a le plus attaqué, du kilomètre 0 jusqu'à son attaque à 32 kilomètres de C'est lui l'arrivée. qui crée l'échappée avec Kwiatkowski. Tout Ouais. tout à fait, il était monstrueux, vraiment, il m'a vraiment impressionné. Je l'attendais pas honnêtement, vous m'auriez dit avant le Tour de France, je vous aurais pas dit que je l'attendais à pareille fête et puis, honnêtement, comme il disait Tony dans le chat, il a attaqué au meilleur des moments pour lui, mais il n'a pas tenu la distance et on a vite vu à l'image d'un Félix Gall aussi, ses limites quand la route, descendait, qui contraste vraiment avec ce qu'il nous a montré quand la route s'élevait. Où moi l'impression qu'il m'a faite sur les pentes de la dernière difficulté, face à un Bilbao, face à un O'Connor, face à du Barguil, même du Alaphilippe, et cetera, même si c'est pas, du grand Barguil et du grand Alaphilippe. Le poids des âges, le poids des années commence vraiment à se faire sentir pour les 2 et on peut vraiment pas leur en vouloir. Ce qu'a fait quand même Chris Neylands, sur la dernière montée, j'ai trouvé ça impressionnant. Il bascule avec, 37 secondes d'avance. Ouais, il pouvait pas faire mieux, il pouvait pas espérer mieux pour, gagner l'étape. Après voilà, il restait quand même beaucoup, de kilomètres jusqu'à l'arrivée, dont, pas mal de portions qui l'avantageaient pas du tout et puis vraiment encore une fois, je reviens là-dessus, pour moi, sur 9 fois sur 10, il gagne parce que derrière ça s'entend pas. Mais là, je j'explique pas trop, comment, Pello Bilbao a fait pour que les autres continuent de rouler avec lui. Alors bravo à tous ses poursuivants qui ont vraiment joué leur va-tout jusqu'au bout pour essayer d'aller chercher la victoire d'étape. Mais hélas, ils ont fait le jeu de Pello Bilbao, donc peut-être que dans le bus ce soir, en rentrant, ils vont se refaire le scénario plusieurs fois dans leur tête. Est-ce qu'ils auraient dû faire différemment? Je ne sais pas, parce que, ne plus prendre de relais, c'est aussi jouer peut-être pour la 2e place. En tout cas, pour moi, ils ont joué pour aller chercher la victoire et ça, c'est beau. Mais alors du coup, hélas pour Chris Neylands et aussi pour les adversaires de Pello Bilbao, bah, c'est l'Espagnol qui a quand même tiré les marrons du feu. Robin, tu veux ajouter quelque chose sur Chris Neylands? Non, moi je pense que c'est pas mal joué de sa part. Comme dit Polo, dans beaucoup de cas, on aurait eu du mal à s'entendre derrière. Et c'est le Hmm. cas aussi dans le final d'ailleurs, quand Zimmerman place une attaque. Ça revient, bon, je pense grâce à Bilbao, qui en fait fait qu'ils sont deux devant et se regardent un peu, et derrière ça peut revenir. Mais tous ces mecs-là qui ont tenté d'anticiper, pour moi, c'est bien joué. On reproche souvent à pas mal de coureurs de ne rien tenter alors qu'ils savent que sur le papier, ils ne sont pas les plus rapides au sprint et qu'ils vont se faire aligner. Là, au moins, Neyland, Zimmerman, on ne peut pas leur reprocher parce qu'ils Hmm. savaient qu'ils étaient sans doute battus par Bilbao, ils ont tenté. Hmm. Il y a eu plusieurs Français qui ont tenté quand même aujourd'hui, qui se sont retrouvés à l'avant. Donc Tu as à éteint la la fin, dans lumière, Joseph, ou l'échappée, quoi chez toi? tu veux que j'allume un peu la lumière, Polo? Ah, j'aimerais bien te voir un Je... peu plus. Tu es Ouais. très beau, tu as une très belle peau. J'aimerais bien en profiter un peu plus et J'ai je une pense que les belle... gens dans le chat sont plutôt d'accord avec ça. Donc, désolé. Alors désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais ah bah Hey. voilà, c'est quand même Ah, c'est mieux. beaucoup mieux, c'est vrai. C'est beaucoup mieux. Il y a Excuse-moi de plusieurs excuse-moi de Français. t'avoir coupé. Non, mais t'excuses pas, t'as raison. Un peu de lumière, ça fait jamais de mal. Il y a du coup plusieurs Français qui ont attaqué aujourd'hui. Dans l'échappée finale, il y a eu Anthony Perez, Warren Barguil, Julien Alaphilippe.
Je m'arrête rapidement sur Julien Alaphilippe parce que Robin, tu as esquissé le sujet tout à l'heure, mais je voulais quand même revenir un tout petit peu plus dessus parce qu'il finit finalement dernier de cette échappée. Il arrive à l'arrivée, on sent bien qu'il veut encore une fois être dans la positivité et je pense qu'il a raison. De toute façon, ça sert à rien de, de creuser sa propre tombe, quoi. Mais sincèrement, s'il y a une étape sur laquelle aujourd'hui il aurait dû être dans une forme ascendante, est-ce que ça aurait pas pu être aujourd'hui? Est-ce que ça valide pas le fait que bon bah il est pas du tout à la forme dans laquelle il pouvait s'attendre, parce qu'aujourd'hui il est pas du tout à la bagarre pour gagner, quoi. Ouais, c'est dommage parce que comme a dit Pau tout à l'heure, non, Paulo parlait de Neylands quand il dit 3 échappées, mais Alaphilippe en est à 2 ou 3, je ne sais plus aussi. Je vais aller vérifier ça tout de suite, mais il tente. Troisième échappée, voilà, il était échappé sur l'étape de la Reims et sur l'étape du Tourmalet qui arrive à Cauterets. Donc, il tente, on ne peut pas lui enlever ça. Après, on le sait, on l'attendait davantage sur les étapes du Pays Basque où il n'a pas été au niveau des tout meilleurs. Donc en fait, c'est un peu la solution de repli, ce qu'il est en train de faire, de partir en échappée sur ces étapes-là. C'est pas mal senti parce que à la Reims, l'échappée va au bout, même s'il est plus dedans à ce moment-là. À Cauterets, ça se tentait aussi. Aujourd'hui, elle va de nouveau au bout. Donc, il n'est pas à la rue quand il faut prendre les bons coups, j'ai l'impression. Par contre, c'est physiquement qu'il lui manque un peu. Alors après, qu'il fasse dernier de l'échappée ou qu'il fasse septième, honnêtement, je trouve que c'est pareil parce que dans tous les Non, mais cas, je la l'ai victoire, elle senti est partie. vraiment creusé, quoi. Et c'est Ouais, je plus suis Ouais, que en tout ça, cas, il n'est hein. pas capable de suivre les Pedrero, Chavez, O'Connor, Zimmerman, Bilbao quand ils partent à la chasse à Neylands. Donc oui, ça c'est embêtant. Et en fait, tu te dis si dans une échappée comme ça, tu n'arrives pas à jouer la gagne, ça va être compliqué de gagner une étape sur Tour de France. Mhm. Il faut espérer qu'il arrive à être mieux dans quelques jours ou la semaine prochaine. Mais c'est dommage, oui. C'est un peu triste. On aimerait le voir aligner tout le monde dans des étapes comme ça, dans des groupes comme ça, ou au moins être au niveau de Bilbao et se bagarrer avec Ouais, je Bilbao, comprends. qui était mmh, celui qui avait la plus belle réputation avec Alaphilippe dans ce groupe-là. je suis Quant moins, au Fender, il dit il a vraiment tout donné, donc on est fiers de lui. Bien sûr qu'on est fiers de lui, ça mais c'est évident. je Je suis serais d'accord. moins catégorique que toi, Robin, même si, je vois très bien ce que tu veux dire et finalement, échapper à la Reims, à Cauterets, les pourcentages sont pas les mêmes, les distances c'est pas les mêmes sur les difficultés et forcément, tu vas tomber sur un meilleur grimpeur que toi. Il est tombé sur beaucoup de meilleurs grimpeurs que lui, Julien Alaphilippe. Aujourd'hui, c'est quand même une étape qui lui convenait parfaitement. Moi, je pense que la principale erreur qu'il fait, je suis même pas sûr que ce soit vraiment une question de jambes. Enfin, c'est pas une erreur d'ailleurs parce qu'il a vraiment pas de chance. Lui qui était dans tous les bons coups depuis le début de l'étape, il rate le coup qui part. Il rate le coup qui part et derrière tout seul, il est à l'origine de la contre-attaque parce qu'il était fort, Julien Philippe, en ce début d'étape. Je le trouvais vraiment très fort, mais je pense qu'il a complètement brûlé des cartouches, en n'étant pas dans le coup principal et en étant dans cette contre-attaque dans laquelle il a beaucoup dû faire d'efforts. On les a pas toujours bien vus à l'image, mais ils ont fait énormément d'efforts et je pense que ça lui coûte, peut-être pas de passer avec Neylands, mais peut-être de passer à 5-6 secondes du groupe Pello Bilbao, de refaire le jump dans la descente. Et là, emmener, Pello Bilbao, s'il doit emmener Julien Philippe au sprint, je ne sais pas s'il gagne aujourd'hui. Parce que pour le coup, s'il a un truc qu'il n'a pas perdu, Julien, c'est sa vitesse de pointe. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Et encore une fois, il y a à peu près la même étape dans 2 jours. Encore une très belle étape, je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses dans le Beaujolais. Tom Serravino, que vous connaissez peut-être dans le chat, sera au bord des routes. Il a promis d'essayer de faire une dédicace. Lui, il est rentré aujourd'hui chez lui dans son Je Beaujolais veux le natal voir avec un drapeau italien. et et il sera sur les bords de la route. Mais voilà, j'espère qu'il verra Alaphilippe, passer en tête parce que honnêtement, ce que je vois de Julien Alaphilippe aujourd'hui, je trouve ça presque rassurant, plus OK. qu'inquiétant, c'est triste et surtout il a dit qu'il a passé une journée, sur le vélo, qu'il pense qu'il n'a pas passé une journée aussi difficile sur le vélo de toute sa carrière. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça peut pas être un peu étrange, on est loin de son meilleur Ça te niveau, rassure. mais ça m'a presque un peu rassuré, notamment dans sa OK. capacité, en début d'étape, à multiplier les efforts pour tenter de prendre le bon coup. Il a pas eu de réussite comme beaucoup, hein. On peut en parler, des gens qui ont raté, l'étape, hein, tous ceux que j'ai mis dans mon J2 par exemple, Tu as dû Guerreiro mettre des Groupama du coup? Guerreiro, Fred Wright, les Groupama. J'ai mis Madouas, mais Madouas, bon, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a des choses à dire sur la Groupama. Voilà, Alaphilippe, lui était dans un contre-coup, enfin une contre-attaque qui pour moi était un peu à contretemps et ça lui a laissé pour moi, ça lui a fait perdre, pardon, À la fin, beaucoup de il d'afflux.
Ouais. On a vu quand même, du coup, on le disait, une étape quand même bien, bien bordélique. Je voulais avoir votre avis sur Van Aert et Van Der Poel. Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis comme ça? Est-ce que vous pensez que c'était prémédité? On a même vu Alpecin rouler à un moment, peut-être pour Jasper Philipsen. Dillier a roulé. C'était pas très clair. Je sais pas, moi je pense qu'à un moment ils se disent qu'ils peuvent revenir. Ils se disent qu'ils sont tous les deux forts et que peut-être qu'ils ont une chance. Après, ils ont rapidement compris que c'était pas le cas et c'était quand même un peu suicidaire, mais c'est c'est un peu symptomatique des tentatives de Mathieu Van Der Poel sur Tour de France où j'ai l'impression qu'il tente quand même souvent sur des étapes qui ne lui conviennent pas. C'était déjà le cas dans les Pyrénées, justement sur l'étape du Tourmalet, je crois. Donc c'était un peu absurde à ce moment-là, alors qu'en début d'étape, ça aurait eu quand même beaucoup de sens de voir Mathieu Van Der Poel dans les groupes qui ont tenté de sortir. J'en Moi, ai il y même vu a parler de Van Aert, Paul, en essayant de chercher pourquoi est-ce que Van Aert partait en chasse-patate comme ça à 3,20 d'une échappée qui roulait quand même pas mal. Certains réavançaient cette rumeur qui a été lancée par... Alors pas qui a été lancée, mais qui a été relayée aux médias par Mathias Kalmose, parce que Mathias Kalmose, en début d'étape, dit aux médias, voilà, il y a une rumeur qui court dans le peloton, comme quoi Van Aert, c'est sa dernière étape. Et en fait, derrière, ça a été démenti, mais ça a été un des trucs qui était avancé en essayant de comprendre pourquoi est-ce que Van Aert se lançait comme ça dans un raid un peu fou. Mais c'est vrai que est-ce que toi, tu as compris pourquoi on a compris pourquoi Alpecin roulait, mais est-ce que tu as compris pourquoi Van Der Poel et Van Aert partaient comme ça à deux dans la descente? Non, non, j'ai pas compris, mais après, on a affaire à ce genre de coureur complètement à contre-courant de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a connu, de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a vu sur le cyclisme depuis plus de 50 ans. Ces coureurs réinventent le cyclisme à chaque fois qu'ils montent sur un vélo, depuis maintenant, 3-4 ans. Donc moi, quand je les vois démarrer tous les 2, je me dis que tout est possible. Je me dis pas que c'est une erreur stratégique, je me dis pas que, ils auraient dû rester dans le peloton et cetera. Je me dis que tout est possible. Après, au fil des kilomètres, tu sens bien que c'était bizarre et que c'était un peu, incompréhensible, de sortir à ce moment-là. Les 2 sont des coureurs fantastiques, mais je suis pas sûr que les 2 soient dans la forme de leur vie. Mais je pense que ces 2-là, à 100 de leur capacité, auraient pu faire quelque chose d'assez incroyable sur cette étape. Moi, la petite erreur qu'ils font pour moi, c'est de sortir, trop tôt. Laisse à ce moment-là, un peu les autres équipes rouler. La Jayco roulait un peu, l'Alpecin, bah, avec Mathieu Van Der Poel roulait. Laisse un peu reprendre du temps, peut-être à 1 minute 30, 1 minute, de retard. Mmh. Si ça avait pu aller jusque-là, on aurait peut-être pu voir quelque chose, d'assez intéressant. Heu, j'ai pas tout compris, mais après voilà, c'est ces coureurs-là, ces coureurs, d'un autre monde avec qui, il faut savoir faire quand, c'est des coups quand ça tente des coups de génie comme ça, quand ça passe, c'est extraordinaire, mais oui, parfois ça peut ne pas passer. Sur une course aussi, éprouvante que le Tour de France sur ce genre d'étape, forcément, c'était un peu voué à l'échec. Mais bon, quand on les voit démarrer, on se dit: «Putain, yes, ça va être chouette de les voir tous les 2 quoi» et ça, c'est cool. Anto dans le chat dit j'ai pas compris mais j'ai kiffé. Je suis un peu, je suis complètement d'accord avec Ouais, toi. c'est exactement C'est ça. un peu là-dessus Ouais. qu'on On n'a qu'on pas compris, s'arrête. mais on a kiffé et je pense que tout le monde est assez d'accord avec ça. Ouais. Quelques questions sur le classement général, du coup, parce que Peyo Bilbao passe cinquième et il fait une sacrée remontée au classement général. Faut qu'on En parle de fait, Godu quand même. oui, alors justement, j'allais parler du classement général global, hein. J'allais arriver après sur Godu pour regarder, Excuse-moi. parce que du coup, effectivement, Bilbao, il fait une belle remontée. En fait, j'ai vu que Bardet avait tenté en début d'étape, mais Simon Yates avait demandé à ses équipiers de rouler parce qu'ils estimaient qu'il était trop proche. Et bien Bilbao, lui qui était plus loin, on s'en méfiait un peu moins et il a pu reprendre ce temps-là. Donc j'imagine que déjà c'est un peu frustrant pour un Bardet qui en plus derrière lui a pris boomerang et a souffert sur une grosse partie de l'étape. Tout ça pour dire déjà, Robin, qu'on a vu typiquement un mec qui est loin en général, qui du coup a un bon de sortie. Alors derrière, la Jumbo a essayé de gérer un peu le temps. Ineos était vraiment le cul entre deux chaises parce qu'on a entendu pour la première fois, vraiment, j'ai senti l'intérêt d'une communication radio. C'est-à-dire que Ineos a dit en communication radio, on l'a entendu à l'antenne, ils ont dit c'est pas à nous de rouler, c'est au Bora de rouler. Et en fait, 10 km plus loin, on voit les Ineos rouler, puis après 5 km plus loin, on voit les Ineos disparaître, et en fin d'étape, on voit les Ineos revenir devant.
Donc, on a bien senti que les Bahreïn, ils ont mis les Ineos dans une merde pas possible, quoi. Ouais, hein. C'est le principe de ces coureurs-là qui partent, c'est que tu sais que Pogacar et Vingegaard, c'est pas leur course, c'est pas eux qui vont rouler sur des mecs comme ça. Et derrière, les autres équipes, elles ont pas forcément le matos ou pas forcément l'envie non plus de prendre en main la course, pour défendre une 5-6e place. Heu, je je pense que, Romain Bardet aurait pu faire la même chose. Malheureusement, Romain Bardet, les regrets, je pense pas qu'il y en a parce que, OK, son coup à lui, il a pas marché et après il prend un coup de bambou, mais même si son coup avait marché, il aurait eu quand même la panne de jambe à un moment. Donc, Mmh. c'est juste qu'il l'aurait eu en étant devant, mais ça n'aurait rien changé. En revanche, pour d'autres qui avaient potentiellement les jambes, oui, c'est dommage. Je pense à, si on regarde le classement général, à un Meintjes, à un Félix Gall, qui bon, on a eu O'Connor qui y est allé, mais si ça avait été Félix Gall, par exemple, ça aurait pu être très intéressant pour, l'équipage G2R. Bon, voilà, eux, peut-être ils auraient aimé être dans le rôle de Bardet et avec un peu de chance, dans celui de Bilbao ensuite. Mais ouais, c'est très bien joué. Je disais tout à l'heure, c'est un peu comme a fait Hindley à Marie-Blanc. Alors Hindley, il l'avait fait avant même de perdre du temps. Bah, Bilbao, il le fait après avoir perdu du temps. Et j'espère que Bardet, Gaudu vont avoir la possibilité de faire quelque chose qui ressemble dans les semaines qui viennent, enfin dans les jours qui viennent. Parce que Bardet, au général, il est très loin. Et tu vois bien que Bilbao, comme Hindley, quand ils ont fait ce coup-là, ils ont gagné l'étape. Donc après, ils se replacent au général. Ça marche pas sur la suite, c'est pas très grave. Au moins, ils ont leur étape. Et finalement, Bardet et Gaudu, pour moi, c'est ça qu'ils doivent viser aujourd'hui. Regarde où il est, David Gaudu, il est 9e aujourd'hui. Alors Bardet, Ah, lui, il mais le ils dit ont pas clairement de bon de que maintenant. sortie. Oui, bah, mais ils l'ont pas. Gaudu, il a pas tenté. Hein. Le Godu, non, problème, mais Godu, c'était compliqué aujourd'hui. Bardet a C'est été pas qu'il suivi, voulait pas, c'est qu'il pouvait pas. Bardet a été Meintjes, il a suivi par tenté des Simon coups. Yates. Bardet a été Meintjes, il a suivi. tenté des coups. Il est à 19 secondes de. Non, pardon, C'est des mecs hors du il est top à 2 10, quoi. minutes, pardon. Ouais, un peu Bardet, plus loin. Bardet a été suivi par Simon Yates, qui a été suivi par Adam, qui a été suivi par Bardet. Il y a eu un espèce de domino qui fait qu'il s'est retrouvé avec dans sa roue Vingegaard Mais parce et que Bardet, il y avait Pogacar. Pogacar et Vingegaard aussi avec lui. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est que ces coureurs-là, comme Romain Bardet, je pense que David Gaudu aurait été dans le même cas aujourd'hui, n'aurait pas eu de bon de sortie. Pas Non, parce mais que Pogacar Pogacar et et Vingegaard Vingegaard, auraient suivi, ils y vont pas parce mais qu'il faut rouler sur Bardet. ils y vont parce qu'il faut rouler sur des coureurs plus proches qui, eux, auraient roulé sur Bardet. C'est ce qu'on a vu avec Romain Bardet aujourd'hui. Il a pas eu de bon de sortie. C'est ce qui a aussi provoqué le chaos total de Ouais, ce début d'étape. Non, mais je te dis pas que Pogacar et Vingegaard sont sortis parce que Romain Bardet avait attaqué. Je te dis que, Simon Yates est sorti dans la roue, de Romain Bardet pour protéger sa place et qu'après, par effet domino, ils sont tous arrivés dans la roue de Romain Bardet. Est-ce que, maintenant, après avoir vu aussi les états de Bardet et de Gaudu, est-ce que ces coureurs-là n'auront peut-être pas un petit bond de sortie pour une étape plus tard? Je ne sais pas, mais ils vont se retrouver encore une fois avec le même problème, c'est qu'ils vont avoir des équipes qui vont rouler sur eux. La Jayco, la Bahreïn, Ineos, c'est pas UAE et les Jumbo qui vont rouler sur eux, c'est toutes ces autres équipes qui ont en plus, la capacité de pouvoir rouler, et de pouvoir s'entendre comme on l'a vu aujourd'hui. Donc c'est problématique sauf s'il faut vraiment que tu perdes, 10 minutes au général. Je n'ai pas moi l'impression je que ce pense soit que ce Bardet qui peut est prévu. retenter et que c'est pas définitif. Ça a pas fonctionné aujourd'hui. Peut-être que certaines équipes ont été un peu tatillonnes et ont roulé. Bon, tu le tentes un autre moment quand il y a peut-être moins de main-d'œuvre, ça passe peut-être. Et Nindo dit reprocher à Gaudu de pas tenter quand il est pas bien, toujours plus. Je reproche pas à Gaudu de pas y être allé aujourd'hui. Je dis juste que Gaudu, ça va devoir être, selon moi, la stratégie qu'il va devoir adopter s'il veut faire mieux que 9e sur le Tour de France. C'est-à-dire essayer de faire un coup à la Bilbao ou à la Hindley où tu reprends 2-3 minutes pour te replacer, parce qu'aujourd'hui, si David Gaudu reprend 3 minutes, il revient dans le match pour le top 5, voire le podium. En revanche, s'il ne fait pas un coup comme ça, ok, il peut y avoir des petites défaillances devant lui. Peut-être que Pitcock ne tiendra pas, peut-être que Bilbao ne tiendra pas, peut-être que Simon Yates, qui n'est pas le plus fiable, ne tiendra pas. Mais ils ne vont pas tous s'écrouler. Hein. Il ne va pas y avoir 6 mecs devant lui qui s'écroulent et qui lui laissent la voie libre pour aller sur le podium. Mais Donc, s'il veut se replacer, et ça compte pour Bardet, mais Bardet, il a déjà dit que c'était ce qu'il visait. Il a déjà dit qu'il n'était pas là pour faire 6e du général, parce qu'il a déjà fait plusieurs fois, il a déjà fait même 2 fois podium, et que donc, à partir de maintenant, il pense aussi aux étapes. Et que si ça le replace au général, tant mieux. Godu, lui, est toujours dans cette optique général. On a vu aujourd'hui que c'était terriblement inquiétant quand même, quand tu te retrouves à 2 minutes du groupe avec les mecs avec qui tu te bats, et que finalement, tu dois ton salut juste au fait que le peloton a levé le pied. Aujourd'hui, si ça bagarre un poil plus, il perd 2-3 minutes et c'est encore plus ridicule. Donc, moi, je pense que Gaudu, il faut quand même à la Groupama FDJ, qu'on comprenne, ok, on vient pour le général. Je ne dis pas qu'il faut abandonner le général,
Mais je dis qu'il faudrait peut-être essayer de le jouer intelligemment, de la même façon que l'ont joué Hindley ou Bilbao. Bah, évidemment qu'il faut faire ça, le problème, maintenant qui va se poser parce que c'est sur quoi on reste, les impressions visuelles sur lesquelles on reste depuis maintenant, 2 jours entre le Puy-de-Dôme et aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est ne serait-ce en capacité d'anticiper? Parce que là où des coureurs comme Pello Bilbao, Aujourd'hui, heu non, c'est sûr. voilà, c'est pour moi toute la question elle est là parce que, connaissant David Gaudu, enfin connaissant David Gaudu, je ne le connais pas personnellement, mais, il ne se contentera pas s'il a les jambes, même des jambes à peu près correctes, il ne peut pas se contenter de ce qu'il est en train de vivre actuellement. Il ne peut pas se contenter d'être lâché dès que ça accélère dans les derniers cols à la pédale Oui, par les après, 7 par 7 grimpeurs meilleurs que lui sur le Tour de France. Évidemment qu'il doit attaquer. il nous a pas habitués Après à ça, Gaudu, quand même, Polo. Et on l'a jamais vu, Gaudu, bien à la sûr. Bardet, à la Pinot, tenter de faire des coups comme ça. Bien sûr, il nous a pas habitués à ça, mais Robin, on est d'accord là-dessus, il a plus le choix. Il a plus le choix. Moi, ma seule question que je me pose, c'est de savoir s'il est en capacité physique, de pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, alors certes, Gaudu était pas bien. On dit: «Ouais, Madouas, Kung, Van den Bergh et cetera, ils se sont relevés». Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont tous tenté au début, Paché, Kung, ont tenté Pinot. notamment. Pinot, ben, et Pinot, c'est à part. Mais ils ont tous explosé. Moi, j'ai l'impression que Madouas a explo plus que le fait qu'il se soit relevé, j'ai l'impression qu'il a pas tenu les roues du 1er peloton. Après, peut-être que je me trompe, surtout que les déclats de la FDJ à la fin disaient que, vraiment c'était branle-bas le combat pour David Gaudu parce qu'il était vraiment Ouais, pas je pense, hein. bien et donc on saura vraiment jamais. Mais, donc Madouas s'est relevé, on dit dans le chat. Donc si c'est confirmé, autant pour moi, mea culpa. Heu, mais, au-delà de ça, moi, c'est vraiment la capacité de David Gaudu à pouvoir tenter ce genre de choses. Là, il m'inquiète quand même vraiment beaucoup. Est-ce que c'est simplement le contre-coup d'une journée de repos très mal gérée? On sait qu'à la Groupama FDJ, il a un coéquipier qui, d'habitude, a vraiment beaucoup de mal les lendemains de journée de repos, qui aujourd'hui est en pleine bourre. Donc voilà, ce Tour de France pour la Groupama FDJ a vraiment, aucun sens, sur des pentes où il fait des 35-36 degrés, Thibaut Pinot, aide David Gaudu, sur une course de côte. Et 2 jours plus tard, lendemain de journée de repos, il fait encore plus chaud et Thibaut Pinot a des jambes de feu. C'est assez incroyable. Enfin bref, pour Mmh. revenir à David Gaudu, évidemment, Robin, tu as raison, il faut qu'il change, sa stratégie. Ma question, c'est de savoir, est-ce que lui, il en est capable et comment la Groupama va faire pour, mettre en place une stratégie d'envergure comme Mmh. ça? Parce que j'ai peur que, le scénario étape chaotique où on se fait un peu oublier et puis on se réveille avec 1 minute d'avance et que d'autres équipes, soient obligées de rouler derrière au général, je suis pas sûr que tout le monde se refera avoir une deuxième fois sur ce Tour de France. Mais c'est Faut hyper dire un truc intéressant ce juste. que tu racontes, Paul. En reculant, en prenant un peu une vision plus globale. C'est-à-dire qu'on a une vision de Gaudu, effectivement, qui aurait fait ce stage et qui ne l'aurait pas mis dans les meilleures conditions, mais c'est vrai que c'est pas le seul à avoir fait ce stage-là. Et quand on voit le niveau global de l'équipe et des coureurs qui n'arrivent pas à prendre les échappées, malgré leur tentative, donc c'est pas toujours un problème de volonté, ça l'a été peut-être sur certains choix stratégiques, de ne pas mettre de mecs dans l'échappée, de les garder vraiment autour de Gaudu. Aujourd'hui, a prouvé qu'il y avait déjà, pour moi, une volonté différente de la part de la Groupama comparée aux autres à Ah, la première semaine. pas quand tu fais relever Madouas. Quand tu Alors, fais relever non, Madouas, mais tu encore dans la pas même chose. totalement. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que ça a été en partie, mais pas complètement. Je suis désolé aujourd'hui de laisser partir Pinot quand Madouas est en train derrière de souffrir. Je pense que si ça se passe en première partie de semaine, Pinot reste avec Gaudu. Ouais, ouais. Là, pendant la journée de repos, au moins, on a dû donner un peu plus de liberté à Thibaut Pinot. Déjà, je sens un avancement. Et après, c'était plus pour dire que c'est vrai que l'équipe, globalement, doit être un peu plus en difficulté et qu'il n'y a pas que Gaudu qui a dû mal digérer ce stage-là. Espérons que ce stage-là qui aurait été fait pour viser cette troisième semaine, et notamment le col de la Lose, espérons que ça apporte un peu ses fruits sur la suite et espérons qu'aujourd'hui, c'était vraiment un coup de chaud pour Gaudu comme pour Bardet et qu'il y avait cette remise en route derrière, derrière une étape de repos. Je te laisse rajouter ce que tu voulais rajouter, Robin. Je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, t'inquiète. C'est que Pinot est 15e du général aujourd'hui, à 9 minutes 30 de Vingegaard. Gaudu est à 6 minutes 01. En fait, si Thibaut Pinot prend une échappée et fait un coup un peu comme aujourd'hui, Pello Bilbao, mais même sans gagner, tu vois, admettons, qui est juste dans l'échappée, qui va au bout.
il se replace potentiellement au niveau de Godu, voire un poil devant. C'est là que ce serait carrément absurde d'avoir un Godu qui reste dans sa stratégie de suiveur le plus longtemps possible, ce qu'il avait fait l'année dernière, mais ce qui avait complètement du sens, puisqu'il se retrouvait à jouer le top 5, qui cette année a beaucoup moins de sens si tu joues le fond du top 10. Donc si c'est pour avoir un Pinot qui en une échappée, une bonne échappée, te repasse devant, on se retrouvait dans une situation un peu ubuesque où on ne saurait pas trop comment choisir, on ne saurait plus trop quoi dire à qui. Donc c'est pour ça que je pense moi vraiment que David Godu, même si c'est pas dans son ADN, même si c'est pas non plus spécialement dans l'ADN de la Groupama FDJ qui nous a habitués ces dernières années quand il jouait le général avec un coureur, être dans cette philosophie un peu de survie, c'est-à-dire on tient le plus longtemps possible et on voit bien où ça nous mènera. J'aimerais bien vraiment qu'il y ait un peu plus de prise d'initiative. Évidemment qu'il faut que David Godu en soit capable et aujourd'hui ça paraît évident que ce n'était pas le cas, mais j'espère que ça va être le cas dans les 10 jours qui arrivent parce que sinon ça veut dire que si David Godu n'a que des jours comme aujourd'hui, il va même pas finir top 10, faut s'en rendre compte. Donc j'espère qu'il va avoir la capacité d'avoir des journées comme il a eu en début de tour où il était quand même très correct. Marie Blanc, même le jour du Tourmalet, c'était pas exceptionnel, mais c'était correct. Dans cette forme-là, il peut prendre des échappées un peu comme celle d'aujourd'hui. Ouais, Mmh. on va dire qu'aujourd'hui, bon, le problème, c'est que ça commence à faire beaucoup, hein, dans l'escarcelle de Godu, mais on va dire qu'aujourd'hui, c'était quand même un espèce de contre-coup, chaleur plus, lendemain de journée de repos, on va lui laisser sa chance, mais de toute façon, que ce soit pour lui ou pour la Groupama FDJ, il va y avoir des juges de paix qui vont arriver très vite, hein. Dès vendredi, même dès jeudi, j'ai envie de te dire, avec, 2 cols de 2e catégorie, pas simples à passer dans une étape où ça va beaucoup batailler. On va vite voir qui est qui et puis de toute façon, si c'est pas jeudi, ce sera vendredi sur le Grand Colombier. Voilà, attendons, mais voilà, moi où j'étais quand même assez, optimiste pour Godu depuis quelques jours, plus les étapes passent, moins je le suis. Il faut aussi être honnête et analyser ce qu'on voit, tous les jours. On parle beaucoup des bons de sortie, notamment dans le chat, je finirai là-dessus. Ils les ont les bons de sortie au FDJ. Encore une fois, je le répète, comme on l'a dit, avant-hier, Madouas en a eu sur ce tour, Pinot en a eu, Pinot l'a eu aujourd'hui, Paché l'a eu, que Stéphane Kung l'a eu. Le problème Ah, c'est pour d'aujourd'hui, ça qu'il y a c'est eu que un Godu il y a était eu un vraiment petit changement quand même, Godu était mais pas vraiment énorme. pas bien. Il était Mmh. pas, Il était pas bien, ouais, c'était pas en Godu dans le espérant que peloton et on laisse un peu les gars y aller. Godu était pas bien et ça a vraiment bouleversé toute la mmh. stratégie d'équipe et je pense que c'est la dernière fois à la Groupama, du moins j'espère, qu'on adoptera cette stratégie-là pour sauver le soldat Godu. Juste avant de passer à l'imprévu de demain qui va être assez rapide, puis on terminera par la rétro, je voulais vous poser une question un peu plus précise sur Peyo Bilbao, qui aujourd'hui du coup est cinquième du classement général. Il gagne 6 places et il vient s'intercaler notamment entre les deux coureurs d'Ineos, mais surtout il revient à quelques secondes seulement de Carlos Rodriguez. Il revient à 12 secondes de Carlos Rodriguez. On a vu Ineos qui a, je pense, beaucoup hésité par rapport à la stratégie à mettre en place par rapport à Peyo Bilbao. Peyo Bilbao a déjà fait un top 10 du Tour de France, il a fait 9e en 2021, il a fait 3 top 10 du Giro, il n'en a pas fait sur la Vuelta. Aujourd'hui, il est 5e du classement général, peut-être obtiendra-t-il l'aide comme lieutenant de luxe de Mikel Landa. Euh, il y a eu du coup un vrai changement dans le classement général. Qu'est-ce qui peut viser, selon vous, Peyo Bilbao désormais? Et est-ce qu'il est un vrai danger, notamment pour un Carlos Rodriguez? C'est dur à dire parce qu'en fait, on ne l'a pas vu jouer sa carte jusqu'ici. Comme il était le lieutenant de Mikel Landa, j'ai du mal à savoir quel est son niveau. De prime abord, je te dirais que non, il n'est pas un gros danger pour le podium et qu'il va sans doute passer derrière les frères Yates et que sa place, elle est sans doute plus 8-9e. Je dirais ça. Il avait fait 9e du Tour en 2021 d'ailleurs. Mais peut-être qu'il est capable de nous surprendre et de nous montrer qu'en fait, quand on lui laisse carte blanche, il est un peu plus fort que ce qu'on croit. Et peut-être qu'il est capable d'aller chercher ce top 5. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir parce que comme on l'a toujours vu dans le rôle de Gregario de Landa, j'ai hâte de voir dès le Grand Colombier ce que ça donne quand il joue pour lui. Ouais, il a toujours fait des grands tours de traînard un peu, de fond de top 10, et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, il a la caisse et l'expérience pour tenir 3 semaines. Moi, j'imagine pas PE Bilbao avoir d'immenses défaillances,
Mais par contre, j'imagine quand même moins fort quand ça va grimper sale pendant les Alpes. J'imagine quand même moins fort, comme a dit Robin, que les frères Yates et que d'autres aussi coureurs qui, à mon avis, seront meilleurs que lui. Par contre, il a cette expérience, cette gestion et le savoir-faire de viser un top 10 sur un grand tour. Par contre, là, c'est pas un top 10, c'est un top 5. Là, c'est pas le Giro ni la Vuelta, c'est le Tour de France. Et là, tu es sous le feu des projecteurs. C'est-à-dire que ton équipe te met leader, ça n'a pas toujours été le cas, même quand il allait chercher des top 10 sur des grands tours. Et là, tu es quatrième, tu es cinquième pardon, du classement général. Tout le monde va te regarder. Est-ce qu'il est capable de gérer ça? Ce sera la question qu'on va se poser. Et encore une fois, ça vaut Ouais, ce ce sera ce qu'on intéressant. se disait pour Godu, le juge de paix arrive très vite cette Ça semaine. arrive très vite, effectivement. Avec le grand Colombier, notamment, qui arrivera. Voilà pour le débrief de la 10e étape avec cette victoire de Peyo Bilbao. Et à noter du coup que Jonas Vingegaard conserve évidemment son maillot jaune devant Tadej Pogacar. La preview de la 11e étape, donc c'est demain. Alors en théorie, ça devrait être un sprint. J'ai bien devrait parce que maintenant on s'attend un peu à tout sur ce Tour de France. Je vous montre le profil, c'est vers Moulins. Donc 179 km. Ça aurait pu être un profil un peu plus compliqué. Il y a de quoi faire dans la région. Mais on sent là une vraie étape, enfin un désir de ASO de mettre une vraie étape de transition pour reposer peut-être un peu les coureurs. Donc ça veut dire qu'ils avaient peut-être aussi un peu prévu leur coup, que ça se passe comme ça aujourd'hui et que ce soit compliqué. En tout cas, voilà, j'ai mis donc 3 victoires pour Philipsen. Je rappelle un peu les faits. Une victoire pour Mats Pedersen. Jasper Philipsen qui, pour le maillot vert, a une certaine avance sur un Brian Cocard. Philipsen 260 points, Brian Cocard 149 points. Et je vous rajoute aussi la topographie de la ligne d'arrivée Bien parce bossé. elle est particulière. Elle fait 1300 mètres de long. Donc là, il n'y aura pas d'histoire enfin évidemment, il y aura de l'histoire de placement, il n'y aura pas d'histoire plutôt de bonne prise de trajectoire, de virage, etc. Ça va aller tambour battant. Donc le rôle des équipiers va être très important. Ma question, les gars, c'est selon vous, est-ce que Jasper Philipsen demain peut être battu après quelques jours avec ces étapes qui s'accumulent et ce jour de repos? Moi, s'il peut sprinter, non. Non, s'il arrive à faire un sprint, bien lancé par, Mathieu Van Der Poel ou par son équipe ou même par, je sais pas, la personne à qui il aura pris la roue si ça se La passe roue. pas forcément bien. Tant que Philipsen peut faire son sprint de manière normale, je ne pense pas qu'il puisse être battu. Après la seule question du coup qu'on peut se poser, c'est de savoir si, il va pouvoir sprinter. On l'a vu l'an passé, parfois il a pas réussi, et on l'a vu cette année que parfois, même s'il gagne, c'était toujours plus ou moins chaotique, et c'était jamais, dans la facilité et dans l'aisance la plus totale. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le plus rapide. Donc c'est plus ça qui m'inquiète pour Philipsen, mais s'il peut sprinter, moi je lui vois aucun adversaire. Aujourd'hui, il a encore montré qu'il avait la bonne jambe, qu'il était plutôt en forme, par rapport aux autres sprinters, hein, je parle évidemment. Franchement, voilà, moi mon analyse c'est ça, c'est que si Philipsen peut sprinter sans gêne, sans aucun problème, il va gagner cette étape à Moulins. On peut d'autant plus regretter l'abandon de Cavendish parce que sur ce genre d'arrivée de pur sprinter, on peut se dire qu'il aurait pu faire quelque chose, Robin. Ouais, je te confirme que j'aurais bien aimé voir Mark Cavendish demain. Après, pour Philipsen, il a un net avantage parce qu'en plus, il a marqué les esprits psychologiquement et j'ai l'impression que plus les sprints passent, plus on laisse de place à Alpecin dans le final, plus on les laisse dérouler leur train, alors que dans les premiers jours du Tour, c'est vraiment la guerre. Là, il y a quand même un paquet d'équipes qui ont plus ou moins accepté la domination d'Alpecin et qui donc vont un peu moins jouer des coudes. Ça Tu laisse penses? plus de Parce que place. Bon, après Limoges, du coup, tu mets un tout petit peu de côté Limoges, c'est ça? Ouais, c'est ça, Quand Lidl exactement, a parce que réussi à Limoges, c'est mettre un peu en particulier. difficulté le train d'Alpecin. Ok, Et, ok. et- et même, et même finalement, même à Bordeaux, Lidl était une des rares équipes qui avait essayé justement de venir mettre en place son train et concurrencer le train d'Alpecin, mais j'ai un peu l'impression que c'est les derniers à le faire. J'ai l'impression qu'à part eux, on laisse Alpecin dérouler ce qu'ils ont envie de dérouler, et en gros, on essaye de prendre la route Philipsen, ou d'avoir un mec qui va te lancer, mais pas beaucoup plus. Hmm. Et c'est finalement la logique sur les sprints du Tour, c'est que une équipe, j'en sais rien, moi, prenons Jaiko pour Groenewegen.
Ils ont un Groenewegen qui a quand même du mal, même si il fait 4 du dernier sprint à Limoges. Et finalement, ils se disent peut-être, bon, les forces qu'on a, on va peut-être davantage les mettre dans les échappées ou autour de Simon Yates que pour Dylan Groenewegen. Et beaucoup d'équipes peuvent petit à petit penser comme ça et délaisser un petit peu leur sprinter en lui disant, bon, tu vas te débrouiller tout seul ou avec juste un ou deux mecs, parce que de toute façon, c'est Alpecin qui fait la loi dans les sprints. Donc, je pense qu'on aura encore une équipe Alpecin dominante et pour moi, ça va dépendre notamment de Mathieu Van Der Poel qui a fait quand même quelques petits efforts aujourd'hui. Si demain, il emmène aussi bien que sur les premiers sprints, ce sera réglé à mon avis. Oui. Voilà. On passe au sprint final, les amis. Juste avant, petite fantasy Discord. Polo, tu avais mis Wout van Aert. Donc, il va pas sprinter, ce chien loup là. J'avais la haine. Il est premier, regarde, je me dis, si un mec va démarrer, il va le suivre. Il n'a pas suivi. Il pouvait aller chercher un top 20, 34e. puis faire 17, 18e place. Il termine 34e, c'est n'importe quoi. De toute façon, aujourd'hui, j'ai pris l'eau de toutes parts. J'ai pris l'eau dans le JDE. On en parlera demain matin sur Winamax à 10h. T'inquiète, je pense que personne n'a fait des trucs incroyables sur le JDE. J'ai pris l'eau dans mes paris, j'ai perdu de l'argent, j'ai pris l'eau à la fantaisie, donc tout. Tu vas pas prendre l'eau. Tu fêtes les 30 ans d'un pote ce soir, tu vas pas prendre l'eau, ça je te connais. Ouais, bah voilà, au moins un endroit où je vais pas prendre l'eau, c'est ce soir après l'émission, ça c'est sûr. C'est un peu le problème d'ailleurs. Et alors, ça va d'autant plus t'énerver alors que moi, du coup, j'ai mis Madouas qui termine quand même 26e, c'est-à-dire que je réussis à mettre plus de points que toi grâce à Madouas aujourd'hui que toi avec Van Aert. Et Robin, donc toi, tu avais mis Julien Alaphilippe, si je ne me trompe pas. Qui fait 10. Qui fait 10e. Donc, tu grappilles aussi un petit peu sur cette fantaisie. Et les rouleurs, du coup, de votre côté, c'est Clément qui est premier avec 70 points. Il a actualisé le classement, Joseph? Ouais, j'ai un petit doute là. Ça, c'était hier, pardon. Ouais, c'était hier. Ils n'ont pas encore actualisé le classement. Voilà. Là, ils sont en train de régler des petits problèmes techniques. Je me suis dit, ça va pas changer. À la modération. Mais donc, du coup, Clément était premier avec 70 points. On va regarder Clément, je sais plus qui tu avais mis. On va regarder ça. En tout cas, Clément était premier avec 70 points, 5 points devant Louis et Majo avec 85 points. Donc, vous pouvez bien évidemment, n'oubliez pas, encore une fois, de mettre tous vos petits paris le matin. Je sais que des fois, on peut oublier. Et donc, surtout vous qui êtes en train de vous battre dans les premières places, n'oubliez pas, vraiment, ce serait quand même dommage. Et j'ai l'impression, Clément, que tu avais mis Valentin Madouas. Donc, je pense que tu avais mis Valentin Madouas et que Louis, je regarde en même temps, Louis 33, et ben ça ne s'affiche pas. Donc, je ne sais pas qui t'avait mis. On regardera ça demain, les amis. On passe au sprint final avec du coup la rétro, mon Robin. Et du coup, aujourd'hui, de qui vas-tu nous parler? On va parler de Piotr Ougroumov, un laiton qui a fait un doublé sur le Tour de France 1994. On parle de lui évidemment parce qu'on a failli avoir une victoire lettonne aujourd'hui. J'étais devant l'étape, je voyais le numéro de Christ Neylands et je me disais, un laiton qui gagne sur le Tour de France, quand même, c'est pas souvent. Fou, ouais. Et ben, en fait, il n'y en a eu qu'un. Et c'est notre ami Ougroumov. Et une histoire un petit peu particulière quand même. C'est pas juste un doublé. C'est donc dans les Alpes en 94, un exploit absolument dingue à une période compliquée sur le plan du dopage, faut le dire quand même, et un exploit qui va permettre à Ougroumov de terminer ce Tour de France 1994 à la 2e place, la meilleure performance de sa carrière. Pourtant, au départ, quelques semaines plus tôt, c'est pas vraiment un candidat pour venir bousculer Miguel Indurain. Indurain qui a gagné les 3 derniers, qui est en chasse pour un 4e Tour de France. Alors certes, Ougroumov, il avait terminé 2e du Giro 93 derrière Indurain déjà, à moins d'1 minute, mais en fait, il s'est cassé l'épaule au printemps 94, cassé la clavicule, pardon. Donc c'est plus le même, ouais. Et il est passé par la case opération, ça chamboule un petit peu la préparation. Et puis surtout, il y a d'autres coureurs qu'on envisage un peu plus comme des rivaux de Indurain, notamment Rominger, qui est dans une forme éblouissante, et Pantani, qui vient de faire 2e du Giro 94, devant Indurain, qui a lui terminé 3e, et qui en fait a été battu pour la première fois en 3 ans sur les routes italiennes. Et Ougroumov, d'ailleurs, qui n'est pas un des candidats vraiment pour battre Indurain, va mal démarrer ce Tour de France. Lors du chrono de Bergerac, il perd 6 minutes sur Indurain, donc les écarts à l'époque étaient monstrueux. À Lussardiden, quelques jours plus tard, il est à 12 minutes de Richard Virenque, vainqueur de l'étape. Et en fait, il joue le top 10 sur ce tour, on pense, à ce moment-là, sachant que jusqu'ici, il n'avait qu'une seule participation au Tour de France, et c'était une 45e place assez anonyme en 1990. Donc voilà, on le pense, fond de top 10 et pas beaucoup mieux, notre ami Ougroumov. Mais dans les Alpes, tout va changer. Le 20 juillet, il fait 2e à Val Thorens.
Il est parti dans l'échappée et il est battu par Nelson Rodriguez. Et il estime qu'il a fait tout le boulot. En fait, il dit son directeur sportif de l'époque, Emanuele Bombini, chez Jewis, il dit si l'un de mes coureurs avait couru comme Rodriguez, j'en aurais eu honte. Alors, le lendemain, vers Cluse, Ugrumov prend sa revanche. Il veut gagner seul et il termine en solitaire, échappé, avec plus de 2 minutes d'avance sur Indurain et Virenque. Ok. Et donc le lendemain, il remet ça en fait sur le chrono d'Avoriaz, qui est en plus un chrono en montée. Il fait 47 bornes et là il tape tout le monde. Et attention les écarts. Il met, j'ai du mal même à le lire, Pantani à 1,38, Indurain à 3,16. Vraiment Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un truc de fou. Surtout que l'Indurain, quand même, on rappelle, c'est ahurissant. à l'époque le rouleur, le plus gros rouleur du monde. Et puis surtout, Ugrumov, il vient de se faire 2 étapes où il était échappé dans les Alpes. Des épopées vraiment au long cours. Donc assez exceptionnel comme perf. Il dit, je crois qu'Indurain n'a pas fait ce chrono à 100%. Il reste bien le plus fort d'entre nous. Bon, bah en tout cas, pas ce jour-là. Hein. Ugrumov, après le contre-la-montre, il est 2e du tour, à 5 minutes d'Indurain, alors que 3 jours plus tôt, il était 9e à 14 minutes d'Indurain. Et donc, il va terminer ce Tour de France à cette 2e place, devant Pantani. Mais il a déjà 33 ans et finalement, c'est le haut de sa carrière. Il ne va pas faire mieux derrière. Pour comprendre sa performance, il faut aussi savoir pour qui il court. Je l'ai précisé rapidement tout à l'heure, mais en fait, en 94, il fait partie de la sulfureuse équipe Jewis. C'est l'équipe qui avait fait un triplé. Okay. Exactement. C'est l'équipe qui avait fait un triplé sur la Flèche Wallonne la même année, avec Argentine, Furlan et Berzin. Ils arrivent au pied du mur de Huy à 3, ils finissent à 3. Le médecin de l'équipe, il s'appelle Michele Ferrari, qui quelques années plus tard sera interdit d'exercer, mais qu'il fera quand même dans l'ombre pendant des années pour Lance Armstrong. C'est l'homme qui disait quand même à cette époque-là, Ferrari, que l'EPO n'était pas dangereux. Ce qui était dangereux, c'était l'abus de PO. Et il avait cette phrase incroyable, il dit « Il est plus dangereux de boire 10 litres de jus d'orange que de prendre de l'EPO ». Bon, Ugrumov, c'est quand même un sacré personnage dans ce paysage-là. Il atteignait jusqu'à 64% de taux d'hématocrite, encore plus haut que les 60% du mythique Bjarne et lors d'une perquisition en 95, la police italienne avait mis la main sur pas mal de documents des coureurs de la Jewis et ça montrait en fait l'évolution du taux d'hématocrite des coureurs de l'équipe. Ugrumov, lui, il passait de 32 pendant l'hiver à plus de 60 durant l'été. Au moment de ses objectifs, on rappelle qu'à l'époque, il y avait en fait un taux d'hématocrite autorisé de 50%. Et donc, on n'a jamais contrôlé positif. Comment ? Qui était déjà bien haut. Oui, et puis en fait, ça permettait. Le problème, c'est que ça permettait, si tu étais naturellement à 35, de tricher jusqu'à 50. Voilà, l'idée étant qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un seuil autorisé, on te contrôle toute l'année et si tu es naturellement à 35, et ben, tu dois tout le temps être à 35. Ou tu as évidemment une petite marge parce que ce taux d'hématocrite peut bouger, mais tu n'as pas le droit d'aller jusqu'à 50. Alors, on n'a jamais contrôlé positif Ugrumov finalement sur ce Tour 94. Mais ses performances dans les Alpes, elles interrogent évidemment. On dirait du Landis avant l'heure. Il y a tout l'environnement dont je vous ai parlé. Et puis en 95, fin 95, Ugrumov quitte l'équipe Jewis. Il continue sa carrière jusqu'en 99, mais il gagne plus qu'une seule course, et une course assez anonyme. Il ne fait plus aucun podium sur les grands tours, même s'il fera quand même 4e du Giro et 7e du Tour en 96. Mais donc clairement, on peut dire qu'après son histoire avec Jewis, c'est plus tout à fait le même coureur. Il y a le poids des années aussi, peut-être plus le même encadrement. Et ça se fait sentir dans les années qui suivent. Ok, bah super intéressant, mon Robin. C'est vrai que moi, je reconnais que je ne me rappelais plus d'Ugrumov. Après, des fois, c'est un peu aussi la sélection naturelle en termes de souvenirs. Ça, peut-être. Ouais, c'est pas non plus le coureur le plus marquant de l'histoire. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est pas le plus marquant, mais ça sert aussi à ça, les rétros, de parler aussi de ce dont on se souvient pas nécessairement, mais au final qui sont hyper importants. Enfin, le mec fait des podiums de grand tour. Enfin, c'est hyper intéressant. Ouais. Et certains dans le chat, juste pour préciser, Joseph demandait est-ce qu'il n'était pas russe, Ugrumov. En fait, au début des années 80 et puis jusqu'au début des années 90, même, il courait pour l'URSS, sous drapeau URSS. Et ensuite, avec l'éclatement de l'URSS, il a été basculé côté letton. Voilà. C'est vrai qu'à cette époque-là, on passait un peu d'une nationalité à l'autre, en fonction des besoins sportifs, on va dire. Et pas que. Voilà pour la rétro. Merci, mon Robin. Il y en aura une demain ? Bien sûr qu'il y en aura une demain. Je ne sais pas encore sur quoi, mais il y en aura une. Ok, très bien. Ça veut dire que tu as le temps et ça, c'est cool. On passe et on termine avec le qui suis-je, les amis, bien évidemment. Qui suis-je ? Je suis un coureur qui court actuellement sur le Tour de France. J'étais échappé une fois sur ce Tour de France.
C'était sur une des 3 premières étapes. J'ai fait 130 bornes devant. J'ai changé d'équipe en début de saison. J'ai quitté l'équipe du porteur du maillot jaune actuel du Tour de France. Je suis âgé de 26 ans. Chris Je Harper? compte 5 victoires en professionnel. Qui? Chris Harper? C'est pas Chris Harper. Je suis un coureur de la Lotto Destiny. Et j'ai démarré du coup ma carrière pro. Incorn. C'est Pascal Encorn. Ah, bravo. Bravo. Ça avait été trouvé? Très fort. Ouais, ça a été trouvé dans le chat. Ça a été trouvé par Bilal. Bravo Bilal d'avoir trouvé le qui suis-je. Voilà, on termine sur un Bien petit joué. jeu comme d'habitude. Et on se retrouvera demain à 19h pour débriefer l'arrivée et le sprint qui devrait avoir lieu. En tout cas, on verra du côté de Moulins avec encore une fois, ce sprint final de 1300 mètres, 1 km 3, une ligne droite large. Et là, ça devrait vraiment être un sprint de puissant. Est-ce que Jasper Philipsen va tomber? C'est la question à laquelle on répondra demain, bien évidemment. Et ceux J'espère qui qu'il va pas veulent... tomber, quoi. non, il ne Ouais, va pas et tomber, puis, tomber. Et puis, il est déjà un petit peu tombé. Avec mine Mats de Pedersen. rien, il se passe des choses dans les étapes de sprint, donc je suis encore C'est sûr pour ça. qu'on aura plein de trucs à raconter demain soir. Voilà. Donc Bon, il ne soyez là, devrait les pas y gars. avoir de coups de Ouais. bordure parce qu'il n'y a pas trop de vent. Mais encore une fois, ça peut se lever. Il y a pas mal d'orages en France en ce moment. D'ailleurs, bon courage à tous. Faites gaffe, regardez les infos. Vraiment, ça peut être important. Mais voilà, en tout cas, nous, on va se concentrer sur le Tour de France en espérant que ça se passe bien sur la route du Tour et qu'on débriefe un vrai sprint, beau sprint demain. Merci Polo, merci Robin. On se retrouve demain Joseph. Ciao matin à pour tous. ceux qui veulent sur Winamax à partir de 10h. Robin et Polo seront avec Tamerlan. Et quant à moi, je vous retrouve demain à 19h sur Twitch, comme tous les soirs. Ciao, ciao les rouleurs. Gros bisous à tous. Ciao.